Merci aussi Tête Première pour offrir cette belle offre de services pour les entrepreneurs. C'est tellement important, surtout au niveau du soutien psychologique. Je travaille dans le réseau de la santé, puis effectivement, le suivi personnel est difficile d'accès. Donc, vraiment, 125 pour 5 rencontres. En tout cas, je fais du pouce sur ça. C'est un un super service qui vous offre. Donc, merci Tête Première pour offrir cette possibilité-là. Donc, je m'appelle Nicolas, effectivement. Amélie, merci de m'avoir présenté. Vraiment content de vous rencontrer aujourd'hui, d'avoir la chance de venir parler de santé psychologique avec vous. Je pense que c'est important, en particulier pour les entrepreneurs. Alors, comme Amélie l'a dit, oui, je complète en ce moment ma maîtrise en développement organisationnel. Je suis spécialisée en santé psychologique au travail. Je fais partie aussi du laboratoire de Marie-Pierre Boivin. Donc, vous avez vu les collaborateurs. Je fais partie de son laboratoire, puis on fait aussi de la recherche sur la santé psychologique des entrepreneurs. Donc, on est spécialisé dans cette clientèle-là. Et aussi, dans mon mémoire, je fais aussi de la recherche sur les intervenants en santé, donc les intervenants psychosociaux et les risques psychosociaux au travail. Donc, c'est très large, mon champ de recherche, puis le champ de recherche de Marie-Pierre. Donc, vraiment, on mène ce travail-là ensemble. Et c'est la raison un peu pourquoi je viens aujourd'hui vous présenter, là, ou vous sensibiliser à votre santé mentale ou surtout aux émotions. Donc, vraiment, le but de l'atelier aujourd'hui, c'est qu'on parle des émotions. C'est quoi une émotion? Comment on vit ça? Comment on gère ça? Comment ça peut nous aider dans notre prise de décision? Et c'est quoi la réalité d'un entrepreneur et les émotions vécues par les entrepreneurs? Alors, pour commencer, bien, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, grande question. Il y a des chercheurs en ce moment qui dédient leur carrière à ça. Il n'y a pas de consensus en ce moment. Alors là, je commence la présentation directe en vous disant, OK, il n'y a pas de consensus en ce moment sur la définition des émotions, mais on va en prendre une pour le bienfait là, de la présentation aujourd'hui. Parlons de la définition d'une émotion. Donc, une émotion, au départ, bien, les premières définitions qui nous sont arrivées, c'est comme, OK, bien, c'est une réaction qui est physiologique, c'est une réaction qu'on ne contrôle pas. C'est pas nous qui avons le contrôle sur, OK, est-ce qu'en ce moment, je vis de la colère? Est-ce qu'en ce moment, je vais ressentir un stress? Est-ce que je vais ressentir de la joie? Ça arrive sans vraiment qu'on le demande. C'est tout à fait normal. C'est propre à chaque individu. Alors, une même personne dans différentes situations pourrait vivre des émotions différentes. Donc, si vous vivez une situation, puis moi, je vis la même situation que vous, il est possible que je réagisse différemment, que je vive une émotion différente que la vôtre, et c'est tout à fait normal. Donc, c'est très unique. Ça sert surtout à nous renseigner sur l'état de satisfaction ou de non-satisfaction des besoins. Alors aujourd'hui, l'atelier va être monté en ce sens. Quels sont les besoins derrière les émotions qu'on vit? Ça va être la question qu'on va se poser pendant tout l'atelier, finalement. Et puis des exemples de besoins. OK, pour un entrepreneur, c'est quoi des exemples de besoins? Ce serait quoi un besoin pour un entrepreneur? Qu'est-ce que vous me diriez? Des quoi? Besoin de contrat. Oui, absolument. Tout à fait. Du temps pour soi. Du temps pour soi. C'est rare qu'on l'entende. J'adore. Merci de le mentionner. Absolument. Du temps pour soi. Est-ce qu'il y a d'autres besoins? Reconnaissance. Absolument. On va en parler du besoin de reconnaissance. Tout à fait. Accomplissement. Accomplissement aussi. Oui, tout à fait. De la confiance, surtout en relation. Confiance envers l'équipe. Besoin que les gens nous fassent confiance aussi, peut-être? Yes. C'est ça, exact. Oui, les deux. Les deux, oui, exactement. Il y a comme le côté partenariat aussi qui est important, effectivement. D'autres besoins? Besoin de faire de l'argent? Il faut que ça rentre, hein? Il faut qu'on en parle. Des fois, on n'ose pas le dire. C'est tout à fait normal. C'est rare que ça ne sort pas dès le début. C'est tout à fait correct. Mais on va le nommer. Hein? Besoin de faire de l'argent, d'avoir un succès financier. C'est quand même un stresseur important chez les entrepreneurs. Donc, on va le nommer dès le départ. Excellent. Vous allez m'entendre parler de santé mentale, vous allez m'entendre parler de bien-être psychologique, vous allez m'entendre parler d'émotions, d'humeur. Alors, je vais juste définir un peu qu'est-ce que j'entends par santé mentale. Santé mentale, c'est un peu fourre-tout. Hein? On parle de tout en disant la santé mentale, finalement. Bon, l'OMS a donné une définition, l'état de bien-être mental qui permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler. Bon, très général. Moi, j'apporte surtout votre attention sur le pôle positif de la santé mentale. Quand on parle du pôle positif, on ne parle pas de quelqu'un qui est toujours positif. On ne parle pas de la joie ou on ne parle pas nécessairement juste des émotions positives. On parle en fait de comment la personne
peut être mieux dans son quotidien. Alors, comment on peut favoriser le bien-être au quotidien? Quand on parle de l'axe positif de la santé mentale, ça va être ça. Quand on parle de l'axe négatif de la santé mentale, alors là, on va aborder l'épuisement professionnel, le burn-out, tout ce qui est dépression au travail ou ce genre de problématiques-là. On va surtout parler d'un trouble de santé mentale à ce moment-là. Alors aujourd'hui, dans l'atelier, on va surtout parler de l'axe positif, donc comment favoriser votre bien-être au quotidien pour justement favoriser votre travail là, et votre productivité finalement ou votre bien-être dans ça. Le bien-être psychologique au travail, alors c'est une sous-dimension finalement de la santé mentale qu'on pourrait dire qui vient être circonscrit dans un milieu précis. Que ce soit en télétravail ou que ce soit dans un bureau, ou que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur. Alors, on va parler de la santé psy à l'intérieur de ce cadre-là. Alors, on va s'intéresser, oui, c'est sûr, aux facteurs comme la famille ou comme les relations ou comme les conjoints-conjointes, tout ça, ce soutien social, mais on va surtout se concentrer aux émotions qui sont vécues dans le cadre du travail, puis dans le cadre des tâches d'entrepreneur. Ce qui est intéressant avec le bien-être psychologique aussi, bon, la définition qu'on nous donne, c'est que c'est représenté par 3 dimensions, par rapport à soi, par rapport à autrui, puis par rapport à l'environnement. Donc, ces 3 dimensions qui sont très intéressantes, en particulier pour les entrepreneurs, parce que parfois, on pense que l'entrepreneuriat, il y a comme un mythe qu'on dit que c'est des gens qui sont un peu solos, puis qui ne parlent pas à personne, qui sont de leur côté un peu les moutons noirs de l'équipe, alors que quand on s'intéresse à leur vécu, mon Dieu, que ce n'est pas ça. C'est des gens qui parlent, puis qui sont en partenariat tout le temps, puis qui veulent créer des liens, justement, pour essayer de bonifier de leur idée ou pour promouvoir leur objectif ou même leur mission. Il y en a qui vont parler de mission quand on parle d'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant aussi dans la santé psychologique au travail, c'est que, oui, on va parler des émotions à l'intérieur du travail, mais on va parler aussi de tout l'environnement. Alors, on peut aller aussi du côté, OK, bien, est-ce que votre environnement est ergonomique? Est-ce qu'il y a une coupure entre les sphères travail et vie personnelle? Parfois, ça peut être un des enjeux avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de coupure claire. C'est pas comme si on revenait du bureau, puis là, on a 5 minutes dans l'auto pour décompresser. L'entrepreneuriat, c'est un peu 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent quand on rencontre des entrepreneurs dans le cadre de recherche. Souvent, quand on regarde que le bien-être psychologique est moins important ou moins élevé, bien, c'est qu'on nous dit, il n'y a pas de coupure. J'ai l'impression d'être on tout le temps. Puis là, bien, quand on prend des stratégies ou quand on parle de stratégies comme couper les notifications, tout ça, ce n'est pas nécessairement possible. Puis de voir, OK, les courriels, tout ça. Donc, santé psy, on va venir regarder tout ça pour les entrepreneurs aussi. Alors, je vous présente un premier modèle qui va nous parler des émotions de base. Donc, c'est un modèle qui nous est donné par Garneau et Larrivée. Il commence à dater un peu, mais quand même, il est très pertinent pour parler des émotions au travail. Si, j'ai envie de revenir, si je vous demandais les émotions de base, selon vous, ce seraient lesquelles? Joie, colère, peur, effectivement. Il y en manque une? La peine, tristesse, exact. Il y en a une 5e, mais c'est rare qu'on la... Colère, on l'a dit. La honte, non, ça va être une... On va en parler de la honte, mais c'est une autre chose, c'est plus complexe. Le dégoût. Le dégoût, exact. Alors, la honte est placée là aussi, mais on va revenir concernant la honte. C'est pas une émotion de base. Ça ici, c'est que ça va nous aider, cette matrice-là, à savoir où est-ce que je me situe premièrement. Donc là, ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'on a 2 axes. Un axe horizontal qui s'en va vers les comportements d'approche et l'autre qui s'en va vers les comportements d'évitement. Et on a un axe vertical, plus on est en haut, plus qu'on est tendu, qu'on est dans un moment de tension. Plus qu'on est en bas, plus qu'on est dans un moment de détente ou dans un moment de relaxation. Et là, ça va être se demander, OK, bien, en ce moment, pour une telle situation, je suis où là-dedans? Est-ce que je vis de la joie? Est-ce que je vis de la colère? Est-ce que j'ai de la peur? Ou est-ce que j'ai de la tristesse? Ça va nous donner une idée de, OK, bien, c'est peut-être normal finalement que je suis tendu. C'est peut-être normal que j'ai des tensions à l'intérieur. Puis on va pouvoir se questionner, OK, bien, puis on va voir dans les prochaines slides, OK, bien, comment j'observe ça à l'intérieur de moi? Ce qui est intéressant aussi de ce modèle-là, puis ce qu'on nous dit, c'est que quand on vit une émotion, c'est jamais permanent. Donc, ça dure dans le temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir vécu un sentiment de fierté ou un sentiment de grande joie, puis de vouloir le raconter à quelqu'un d'autre?
Avez-vous déjà fait ça? Ou quelque chose qui est drôle, puis de raconter à quelqu'un d'autre. Là, quand vous le racontez à l'autre personne, elle vous écoute, puis elle est comme, ben, c'est drôle, mais c'est pas si drôle. Non, c'est ça. C'est moins drôle que sur le coup. Parce que l'émotion ne dure pas dans le temps. Quand on parle d'émotions positives, c'est un peu plate. Hein? On aimerait ça que la joie, ça dure permanent. Mais mon Dieu, bonne nouvelle quand on parle de tristesse. Puis qu'on dit que ça, OK, je suis triste maintenant, mais bonne nouvelle, ça ne durera pas dans le temps. Il y a un pic. Puis ensuite, le temps va faire en sorte que ça va aider. Est-ce que ça va rétablir tout? Non, pas du tout, mais au moins, l'intensité va diminuer. Colère, il y a un petit astérisque. Parce que c'est la seule émotion qui ne diminue pas nécessairement dans le temps. Exemple, ça vous est déjà arrivé de vivre une situation, se dire, OK, ça c'est fâchant, je suis irrité, ça me met en colère. Ça reste comme ça, l'intensité diminue. Après, on voit un collègue, puis on a envie d'y raconter le moment de colère, et là, se sentir encore plus en colère que ce qu'on a vécu réellement. Puis ça a un effet. On va parler d'effet de contagion et tout ça, mais donc, la colère, il y a un astérisque. Ça se peut qu'elle, contrairement aux autres, augmente avec le temps si le besoin n'est pas résolu. Alors là, si on ferme la parenthèse colère, on va mettre un accent sur, OK, bien, si on vit de la colère, c'est tout à fait correct, tout à fait normal, on ne voudra pas le réprimer, mais il va falloir adresser le besoin le plus rapidement possible pour éviter que ça monte en intensité. Puis on va se questionner là-dessus. L'atelier va être basé là-dessus aussi. On va se questionner comment on va adresser cette situation-là. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Brené Brown? C'est une chercheure. À la base, c'est une chercheure, toujours aussi affiliée à son université. Puis elle est très connue dans la psychologie populaire, là, des livres best-sellers, tout ça, Dare to Lead aussi, qui est quand même qui est quand même bon pour la santé psychologique au travail. Elle nous dit que quand on vit une émotion négative, il faudrait vivre 3 émotions positives. Bon, c'est ça peut être difficile de compter ça comme ça, mais elle nous amène aussi la stratégie du journal de gratitude. Okay? Donc ça, j'en parle parce que ça va revenir tout au long de la présentation, dire, OK, bien, tenir un journal des émotions, c'est pas évident. Mettre ça en place, c'est vraiment pas évident, mais ça peut nous donner de l'information sur, OK, bien, comment je vais contrôler ça? Est-ce que je me sens bien, finalement, à la fin de la journée? Ou au contraire, je vis pas mal plus d'émotions négatives que positives. Alors là, quelles sont les questions que je peux me poser par rapport à ça? Alors là, je reviens, je fais un petit résumé par rapport aux émotions. On parlait de la honte tantôt. Il va y avoir les émotions de base dont on a parlé, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Mais il va y avoir aussi une panoplie de nuances dans ces émotions-là. C'est ça qui fait que des fois, on a peut-être de la difficulté à cerner l'émotion qu'on vit. En ce moment, est-ce que je me sens irrité ou je me sens là, rajouter un mot d'église? Comprenez? Puis on pourrait même dire que dans ces mots d'église-là, il y a une gradation. T'sais. Alors, c'est important. Alors là, il faut s'intéresser à cette intensité-là. On est où? La joie aussi, c'est pareil. Allons du côté positif. Bon, la joie, des fois, c'est « Ah, je me sens joyeux, je me sens comme enjoué, il fait beau dehors », ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, mais il fait beau soleil, donc je me réveille d'une humeur enjouée. Mais après ça, OK, mais là, j'ai reçu le financement d'un partenaire ou j'ai conclu une vente. Ouf, là, le pic est beaucoup plus élevé, puis ça ne durera pas dans le temps, mais au moins, il y a quelque chose qui est beaucoup plus frais, finalement, plus rapide. Parlant de toutes ces nuances-là, selon vous, est-ce qu'il y a certaines des émotions qui sont plus acceptées que d'autres en société? Oui, hein? Ça répond oui beaucoup de ce côté-là. Vous, est-ce que vous croyez ici? Est-ce qu'on croit que oui? OK. Si je vous demandais quelles émotions seraient plus acceptées en société? OK, tristesse, oui. La joie, effectivement. Les émotions positives sont mieux acceptées. Émotions positives, oui, effectivement. On va avoir tendance aussi en tant qu'humain de se rapprocher des gens qui démontrent des émotions positives. Donc, au niveau social, effectivement, ça facilite les choses. Si on va du côté négatif, y a-t-il des émotions qui sont plus acceptées que d'autres? Tristesse. Si je vous demandais tristesse et colère, laquelle est la plus acceptée selon vous? Ah ouais, tristesse. OK, intéressant.
Puis, effectivement, on va avoir tendance à dire que c'est la tristesse qui va être le plus acceptée. Par contre, parfois, quand on regarde la recherche, surtout en entreprise, mais en entrepreneuriat aussi, on peut le voir chez certains entrepreneurs, la colère est quand même valorisée dans certains domaines. Puis ça, on va avoir de la difficulté à se l'avouer un petit peu. Puis là, je vais parler peut-être un peu plus du côté des hommes. Un homme qui est autour de la table, patron, directeur, dirigeant, lève le ton, commence à parler plus fort, à dire OK, ben moi, je m'en vais là, c'est ça que je veux. Parfois, quand on les connaît, ils peuvent peut-être dire un sacrifié là, mais on le connaît, on sait qu'il est de même, c'est quelqu'un d'entêté, c'est un homme qui sait où ce qui s'en va. Parfois, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans les entreprises. Il y a certains domaines aussi qui encouragent ce genre de comportement-là. On a pu observer aussi dans la recherche, mettons, les comportements dans les domaines de vente, dans le domaine du droit. Des fois, c'est des choses qu'on va observer, sans nécessairement généraliser. Donc là, je ne dis pas que c'est comme ça partout en droit, là. Je tiens à nuancer ce que je dis, mais c'est des comportements qu'on peut observer. La tristesse, parfois, en entreprise, elle va être beaucoup plus dissimulée. Donc, on ne voudra peut-être pas nécessairement, autour d'une table, pleurer, démontrer des émotions de tristesse. Alors, parfois, la tristesse, elle est moins montrée que les émotions de colère. Et là, sans vouloir genrer ou tirer des généralisations, souvent, on va mieux promouvoir la colère chez les hommes. Puis après ça, les femmes, bon, on va avoir tendance à réprimer au niveau de la tristesse. Puis dire, ah ben là, c'est d'entendre des commentaires comme, puis quand on fait de la recherche, des fois, c'est ce qu'on entend. OK, ben lui, il sait où ce qui s'en va, il pète une coche. Une femme qui pète une coche, oh, c'est d'autres commentaires qu'on entend qui sont très négatifs. Alors là, sans généraliser, sans genrer, c'est des choses qui peuvent arriver. À l'inverse, parlons des hommes. Un homme un homme qui pleure peut être aussi stigmatisant dans une entreprise. Alors là, on va le voir peut-être comme un homme étant plus faible, étant moins fort. Bon, alors on va être un peu moins proche des valeurs traditionnelles masculines, ce qui peut être mal vu en entreprise. Alors, le but de la aujourd'hui, ben, c'est de déconstruire ça un peu, puis de dire, ben non, les émotions, c'est tout à fait normal, c'est non-genré, puis tout le monde le vit assez égal. Alors, comment accepter mieux ça sur le milieu de travail? Parlons de la honte. Parlez de la honte. Alors, il y a une différence entre honte et culpabilité. Si les émotions, vous avez déjà vécu la honte? Oui. Culpabilité? Aussi. Dans un rôle d'entrepreneuriat? Si je vous mets en entrepreneur, ouais, ah oui, il y a des oui. Excellent. Effectivement, il y a une différence entre les deux. Culpabilité, il va falloir qu'il y ait eu un choix au départ. Puis là, je fais exprès pour les définir parce que des fois, on va les mélanger. Honte, culpabilité, des fois, ça s'entremêle. Ça se ressemble, mais il y a une différence qui est fondamentale. La culpabilité, il va y avoir un choix qui a été fait au départ, il va y avoir une décision qui va avoir été faite, versus la honte, il n'y aura pas nécessairement de décision. Ça va être une situation qui s'est produite, puis qu'on est gêné d'aller parler. C'est qu'on a honte de cette situation-là. Alors, quand je fais référence à la honte, je parle plutôt d'une situation qu'on n'a pas nécessairement le contrôle qui s'est passée, puis qu'on est gêné d'aller parler à d'autres gens. Puis la culpabilité, ça va plus, on a pris une décision, on a porté une action, puis là, oh, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, et puis là, ben, on vit avec ça en ce moment. Quand on pose des questions sur la honte et la culpabilité en entreprise, premièrement, c'est très difficile de faire de la recherche là-dessus parce que ce n'est pas tout le monde qui veut parler. Évidemment, ça rend les gens inconfortables, parler de la honte ou de la culpabilité. Mais ce que la recherche nous dit, puis là, je vais revenir avec Brené Brown aussi, qui a fait beaucoup de recherches en psychologie du travail, bien, elle nous dit que parler de culpabilité, de honte, pour s'en sortir, ce serait la meilleure des façons, en fait, de parler avec son réseau, puis de lui dire, OK, bien, j'ai vécu quelque chose, j'ai envie de t'en parler, puis j'ai honte de cette situation-là, ou j'ai de la culpabilité par rapport à l'action que j'ai faite. Parce que ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, là. C'est pas, on ne contrôle pas ça, la culpabilité ou la honte. Ce qui est important quand on choisit notre réseau pour parler de cette culpabilité-là, premièrement, c'est de choisir quelqu'un en qui on a confiance, qu'on sait que ce ne sera pas quelqu'un qui va être mal intentionné à notre égard. Fait vraiment un ami proche. Ça peut être un membre de la famille aussi, il n'y a pas de problème. Puis il faut que ce soit quelqu'un aussi qui soit capable de dire, et c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est quelqu'un qui est capable de nous dire, ouais, c'était peut-être pas la meilleure affaire à faire. Donc, on ne cherche pas quelqu'un qui nous excuse. On ne veut pas être excusé. On veut quelqu'un qui soit capable de nous dire, OK, ouais, c'était peut-être pas ton meilleur move,
Mais c'est juste un move parmi tous les moves que tu fais dans une semaine. Donc, essayez d'avoir cette perspective-là, avoir une vision un peu plus macro sur cette émotion-là. Donc, je reviens à la honte et à la culpabilité. Donc, on en parle, je le mentionne d'entrée de jeu parce que c'est souvent des émotions qu'on va peut-être être gêné de parler, inconfortable. Il faut être vulnérable aussi. Parler de la honte puis de la culpabilité, on fait preuve d'un peu plus de vulnérabilité versus parler de la joie, de la fierté ou le triomphe, ou, des émotions qui sont beaucoup plus positives. Les rôles, maintenant, des émotions. Je disais tantôt que les émotions, ça sert à nous dire aussi, OK, bien, c'est quoi mon besoin derrière ça? Ce serait une des premières questions qu'on se poserait. Mais ça nous indique aussi autre chose, les émotions. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Donc, c'est un peu comme une boussole. Je vais revenir avec l'image de la boussole un peu plus tard, mais c'est d'utiliser les émotions à savoir, OK, bien, où est-ce que je m'en vais finalement? Qu'est-ce que ça me dit? Puis de se poser la question parce que c'est peut-être pas si clair des fois. Pourquoi on vit de la tristesse en ce moment? Pourquoi on se sent épuisé, fatigué? Des fois, ça peut être somatique, hein? Donc, j'ai un point dans le dos, j'ai de la difficulté à me lever le matin, je sens tout le temps fatigué, le sommeil, c'est difficile. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait nous parler aussi qui serait au niveau relié à des soucis qui sont plus psychologiques. Alors, le rôle des émotions, bon, réagir et s'adapter à l'environnement. Ça pourrait être, par exemple, vous êtes en réunion avec des partenaires, puis vous sentez que votre partenaire est très stressé. Votre partenaire d'affaires est très stressé avec cette transaction-là. Ça vous rend, vous le sentez, c'est un peu inconfortable parce qu'il y a ce stress-là qui occupe. Ça peut ça peut être contagieux. Vous pouvez devenir stressé vous-même parce que là, l'autre personne en face de vous est stressée. Mais ça peut faire le contraire aussi, votre environnement. Ça peut faire en sorte que vous deveniez très calme. Je ne sais pas, avez-vous déjà observé ça? Quand vous êtes avec des gens qui sont vraiment plus stressés que vous, vous, ça peut vous... C'est ça, exact. Quand on le voit, des fois, on peut diminuer cette contagion-là. Donc, ça, c'est à utiliser aussi. Donc, s'adapter à l'environnement, à savoir, OK, bien, là, en ce moment, j'observe qu'il y a du stress là, il y a de la colère là. Alors, comment je peux faire pour en tirer profit de la colère qui se passe là? Puis, tu sais, c'est pas d'être manipulateur ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'arriver et faire comme, OK, on va essayer de soit diminuer la tension ou au contraire, s'il y a de la joie, ben, on va l'amplifier puis on va aller chercher le positif de cette joie-là ou de cette fierté-là. Donc, ça peut faciliter aussi le lien avec les partenaires. Se mettre en action pour satisfaire nos besoins. Faciliter les prises de décision. Alors, étonnamment, tu sais, des fois, on se dit ah là, je suis sous le coup de l'émotion, j'ai envie de faire un move, c'est impulsif. Puis, on a peut-être tendance à dire ah, ben, il faudrait peut-être pas prendre de décision dans ces moments-là. Mais parfois, il y a des entrepreneurs qui nous disent hey, quand j'ai fait le move sous le coup de l'émotion, j'ai suivi mon intuition, puis c'est la meilleure décision que j'avais prise. Ah, il y a quelque chose d'intéressant là qui se passe. Alimenter nos interactions interpersonnelles. Alors là, on parle surtout du soutien social. Alors, essayer de voir, OK, bien, dans mon cercle d'amis, dans mon cercle familial, à qui je peux à qui je peux parler, à qui je peux me confier, à qui je peux ventiler. Ça aussi, ça peut être très important. Et évidemment, bien, on ne peut pas passer sous silence là, que c'est pour nous protéger et assurer notre survie. Là. Donc, les émotions étaient là à la base là, quand on était à la préhistoire. Ben, les émotions étaient là pour nous protéger là, de toute menace ou ce genre de choses, de situations-là. Mais demeure que cet aspect-là, ben, on le ramène aujourd'hui aussi encore. C'est sûr que ce ne sera peut-être pas de nous protéger contre un mammouth, mais ça va peut-être nous protéger contre un mauvais investissement ou un mauvais partenariat ou un bon partenariat au contraire. Donc, voilà. Ce qui est important pour le rôle des émotions, en fait, j'ai parlé de l'unicité aussi de chaque personne, mais c'est de découvrir aussi un peu sa propre recette. Tu sais, de se questionner, est-ce qu'il y a des patterns que j'observe? Y a-t-il des choses qui sont toujours que je réagis toujours de la même façon? Alors là, je vous amène sur votre quotidien. Est-ce qu'il y a des situations que vous vivez des fois qui vous irritent? Mettons qu'on parle entrepreneuriat, là. C'est quoi les situations qui vous irritent? La colère, OK, la colère d'un autre partenaire, mettons, ou d'un collègue.
OK, oui. Ça peut être irritant, absolument. OK. Y a-t-il autre chose? Comment? L'évitement. Donc, quelqu'un qui. OK. Si on parle de comportement, des comportements que vous observez qui vous irritent. Lâcheté, OK. Parfait. La lenteur. Lenteur, OK. Absolument. De la quoi? OK, la rapidité, les deux. OK, oui, c'est ça. On être dans un équilibre finalement. Ah, mais ça, c'est intéressant. On pourrait amener, là, je serais curieux, tu sais, de voir, parce que, tu sais, votre rapidité n'est pas la rapidité de, tu sais, puis là, c'est de voir, OK, bien, il est où le milieu là-dedans, puis comment ça serait intéressant de voir ça. Puis, donc, ça vous irrite. Y a-t-il des choses qui vous donnent envie de flipper une table? En entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de flipper? OK, on garde le même, finalement, on classe lâcheté, flipper une table. Parfait. Fait que, incompétence, OK. Oui, OK. Quelqu'un qui sait tout. Quelqu'un qui? Qui sait tout. Qui sait tout, effectivement. Oui, ça peut être effectivement. Ben, faire voler, soit. Absolument. L'usurpation, se faire voler, oui. Puis le sentiment de se sentir humilié dans ça. Ça peut être aussi, certains vont dire à moi, perdre une vente, je vais avoir envie de flipper une table. Perdre un partenaire, je vais avoir un partenaire d'affaires, là, ça va me donner envie de péter ma coche, avoir envie de me crier sur quelqu'un d'autre. Bon. Évidemment, comme on parlait des émotions, on n'a pas de contrôle sur l'émotion qu'on vit. Okay? Donc, de ressentir de la colère, c'est tout à fait normal. De ressentir de la joie, tout ça, c'est tout à fait normal. Par contre, là où ce qu'on peut travailler, puis c'est un peu ce qu'on travaille aussi en intervention psychosociale, on va travailler la réponse à ça. Parce que c'est tout à fait valide vivre de la colère. On n'invalidera pas le fait de vivre la colère, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est valide de crier sur quelqu'un? Est-ce que c'est valide de flipper une table dans une réunion de bureau? Est-ce que c'est valide de menacer? Tu sais, menacer, je ne parle pas d'une menace à la vie, là, mais une menace, ben moi, je me retire si, tu sais, est-ce que c'est valide de faire ce genre d'interaction-là? Pas vraiment. On est plus dans, il faut rester quand même, on est capable d'avoir ce contrôle-là au niveau personnel. Donc, c'est de se questionner, c'est quoi nos réponses par rapport à ces émotions-là. Alors, on va faire un petit temps d'arrêt. Puis là, en fait, c'est un exercice, en fait, je vous propose. C'est qu'on va observer en ce moment comment on se sent. Donc, je vais commencer. Moi, j'ai un petit stress, c'est sûr. Je vous rencontre, c'est la première fois que je vous vois. C'est toujours un peu comme ça. Quand moi, je regarde mes patterns à moi, je me dis, ah oui, c'est toujours un peu comme ça quand je commence mes premiers cours. J'ai eu la chance d'enseigner à l'Université de Montréal. Bien, le premier cours, même si j'étais super en contrôle de ce que je présentais, la matière, s'ils pouvaient me poser pas mal de questions, je comme, oui, oui, je connais très bien ce que je suis là, mais tout d'un coup, qu'il se passe quelque chose. Tout d'un coup, qui m'amène sur un terrain que je connais moins. Tout d'un coup, qu'il y en a un qui se lève. Tu sais, n'importe quoi. C'est n'importe quelle peur ou crainte qui pourrait arriver là, bien, il y a ça. Tu sais. Alors là, j'observe en ce moment, ben, il y a ça qui est là. C'est là. Donc, je laisse un petit 2 minutes pour que vous centriez en ce moment, vous dire, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment en moi? Y a-t-il une émotion? Y a-t-il une crainte? Y a-t-il de la joie? Y a-t-il Avez-vous hâte à quelque chose? C'est le week-end qui s'en vient. Y a-t-il quelque chose qui va se passer ce week-end qui va vous faire du bien? Réfléchissez-y. Ce que je suis en train de faire en ce moment avec vous, c'est qu'on est en train de faire un temps d'arrêt dans notre atelier en ce moment pour faire, OK, je dirige mon attention sur le moment présent. Alors, en ce moment, on est dans un studio, il y a des voitures qui passent, OK. Mais là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Là, vous êtes comme en situation d'écoute ou est-ce que moi, je suis en train de vous parler d'émotion? OK, il y a ça qui se passe. On n'est pas en train de régler des problèmes au bureau parce que ça pourrait arriver, là. Vous m'écoutez, mais ça se peut que vous pensiez à votre téléphone qui vibre. C'est quoi le courriel que j'ai eu? Ça se pourrait que ce soit dans vos pensées en ce moment, mais je vous ramène ici maintenant, dans la pièce, qu'est-ce qui m'occupe en ce moment? Donc, on dirige notre attention sur le ici et maintenant.
je reviens à mon objectif de départ, c'est de vous dire, observer et accueillir. Oui, on est dans le moment présent, mais c'est d'accepter aussi que des fois, notre esprit, là, il peut partir, puis aller ailleurs. Ça, c'est normal. On n'est pas tout de suite en train de parler de TDAH, là. C'est tout à fait normal. Donc, c'est de se ramener, puis de dire, ah, OK, bon, je t'ai rendu là, mais là, je vais revenir ici, puis de faire, OK, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi les informations qui me sont communiquées en ce moment? Donc, c'est de vous appeler à faire cet exercice-là. Maintenant, la deuxième stratégie, le troisième, pas stratégie, mais la troisième étape de l'observation, c'est de se dire, OK, bien, est-ce que j'ai des éléments dans ça sur lesquels j'ai du contrôle? OK. Là, souvent, on va dire, OK, sur lesquels j'ai du contrôle, là, on va parler de colère, puis mais pas nécessairement. Mettons, par exemple, je vis de la joie. Ah, je suis vraiment content en ce moment, je suis fier, il y a ça qui se passe. Sur quoi j'ai du contrôle là-dessus? Est-ce que je peux me faire revivre ça au quotidien? Comment je peux multiplier ces moments-là? Je prends, par exemple, une banalité de la vie. Le matin, vous vous levez puis vous prenez un café. Je ne sais pas s'il y a des gens qui adorent le café ici ou. Ouais, OK, c'est bon. Je pose la question parce que des fois, ou ça peut être du matcha là, ou du thé, ça peut être tout quoi que ce soit d'autre. Mais de faire un exercice d'observer les émotions, ça peut être aussi de se dire, OK, mais dans les banalités de la vie, comme prendre un café, comment je fais pour que ça ne devienne plus finalement une banalité, puis que ce soit comme, oh mon Dieu, j'enjoy, désolé l'anglicisme, le moment où je prends mon café, c'est calme en ce moment, je ne suis pas devant mes courriels, je suis juste devant ma machine à café dans ma cuisine, puis c'est ça, c'est juste ça qui se passe. Puis ça fait du bien. Parce qu'on n'est pas tout de suite dans la notification, on n'est pas tout de suite dans l'effervescence de, OK, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, je vous invite à regarder ça dans votre quotidien. C'est quoi qui vous amène du petit plaisir, là? On n'est pas dans les grandes choses, on n'est pas dans les voyages. Ça va venir plus tard. On est vraiment comme au quotidien. Comment on fait pour vivre un peu plus de bien-être dans ça? Ce qui est important aussi, c'est de respecter votre propre rythme de vie dans ça. Donc ça semble très théorique, mais chaque rythme n'est pas le même. Donc ça se peut que quelqu'un qui vit de la tristesse, quelqu'un qui vit un deuil, ça peut être difficile, ça peut être plus difficile, ça peut être plus facile pour d'autres et c'est tout à fait normal, ça, que ce ne soit pas pareil pour tout le monde. Donc, c'est de respecter son propre rythme et surtout aussi de ne pas être dans le jugement de nos émotions. On va reparler du jugement un peu plus tard, mais c'est d'observer ça et de se dire, OK, c'est normal, finalement. Alors, je vais commencer par l'exemple Jelly Beans, puis après, je reviens sur votre point. Les mauves, ils ne font jamais l'unanimité. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Chez les enfants, même les adultes, j'ai les enfants, mais même les adultes. Alors, si je prends des Jelly Beans, puis j'aime pas les mauves, ben je vais quand même enjoy mon paquet de Jelly Beans parce que je vais prendre les jaunes, les rouges, toutes les autres que j'aime. Puis les mauves, au pire, je vais les donner ou je les prendrai juste pas. Quand je vais avoir terminé mon paquet de Jelly Beans, je vais me dire, ah, mais il était vraiment bon quand même, mon paquet de Jelly Beans, mis à part les mauves. Alors, pourquoi dans une journée, quand on vit des émotions négatives, des fois, ça vient contaminer tout notre paquet? Puis on se dit, ah, mon Dieu, désolé le terme, c'était vraiment une journée de merde. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Je suis désolé, c'est pas poli, là, c'est pas. Mais disons le mot comme ils le sont. Ah, aujourd'hui, c'était vraiment une journée de merde. Pourtant, quand je regarde mon paquet de Jelly Beans, il y en avait juste 6 mauves, là. C'était pas le paquet au complet. Alors, c'est là l'analogie du paquet de Jelly Beans. Souvent, on a des entrepreneurs qui vont nous dire, moi, de la colère, là, je vis pas ça, j'ai pas le temps de vivre ça. Parce que des fois, on peut dire, ah, mais vivre dans l'émotion, ça peut nous faire perdre du temps, là, de vivre la colère, être dans la tristesse. Non, 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 je prends ça, je mets ça de côté et je suis dans la productivité, je sollicite mes partenariats, je parle avec mes amis, je continue d'être dans l'action et je ne me fais pas vivre ces émotions-là. Ça, en soi, c'est pas tant vrai. On n'arrive pas tant à faire ça dans la vie, de dire, je prends ma colère puis je la mets de côté. Elle n'est pas tant mise de côté, là. Elle peut devenir, ça peut devenir problématique si on ne l'adresse pas rapidement. Même chose pour la tristesse, puis même chose aussi pour la joie. Si on ne prend pas soin de vivre la joie au quotidien, à un moment donné, ça se peut qu'on ait des questions de comme, OK, mais c'est quoi le sens de ça? Pourquoi je me fais vivre ça? Donc,
ça fonctionne pour toutes les émotions, finalement. Se dire, OK, bien, il faudrait que je prenne peut-être un temps pour vivre ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous donnais l'outil de l'observation, parce que ça va devenir un des... Bien, pas ça va devenir, je ne veux pas faire de généralité, puis je vous force à rien, là. Tu sais, je ne veux pas vous... mais ça peut devenir un des outils qui est intéressant à savoir, OK, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment? Puis, bien, c'est peut-être bénéfique, finalement, de passer 5 minutes à vivre ma tristesse, vivre ma colère, vivre mon sentiment de perte. Ça peut être un bon investissement de le vivre maintenant et après de me remettre au travail, faire OK, bien, je processe ça, puis je continue. Donc, ça peut être intéressant. Le stress aussi, on peut le gérer comme ça. Donc, si vous avez des sentiments de stress qui sont très intenses, bien, ça peut être aussi, OK, bien, je me mets en action pendant 60 minutes, je vais faire du sport, je vais courir, je vais faire du vélo, je vais marcher, je vais promener le chien. Après, je reviens, OK, je me reconcentre à ma tâche. Donc, ça, si c'est possible, ce n'est pas toujours possible, mais ça peut être une action aussi pour dire, OK, bien, je ne le mets pas de côté. Non, non, on l'accepte, il est là, c'est bien présent. Parce que toujours mettre de côté, c'est un peu comme l'emmagasiner. Tu sais, ça marche à court terme, mais à un moment donné, à long terme, ça se peut que ça ressorte. Donc, voilà. Des questions? Est-ce que ça... Oui, c'est ça. On va aller chercher des jelly beans, c'est ça. Mais l'analogie c'est un peu ludique, là, mais c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que quand on vit, des fois, on va avoir à vivre une seule émotion négative, puis elle va venir contaminer toute notre journée au grand complet. Ça vous est-il déjà arrivé? Ou, tu sais, vous commencez votre journée, vous vous faites couper sur le chemin, là, vous en allez rencontrer quelqu'un, puis là, vous vous faites couper. C'est dangereux. Tu sais, puis là, ça vient comme contaminer toute votre émotion, votre énergie, votre humeur, effectivement. Je n'ai pas défini émotion, humeur. Émotion, ça va plus être on va plus être dans l'intensité maintenant, donc joie, colère. Humeur, on va plus être, c'est plus diffus, puis c'est plus long. Donc, humeur, on ne parlera pas nécessairement de joie, ça va plus comme, j'ai un tempérament qui est enjoué, de base. J'ai un tempérament qui est positif. Des fois, les gens vont dire ça. Et on va parler de tempérament aussi. Humeur, tempérament, j'utilise aux mêmes définitions. C'est bon? Je le définis vite, vite, là, mais excellent. Alors, ça, donc, c'est en plein c'est ce que j'ai dit tantôt, en fait, c'est qu'on ne peut pas porter de jugement sur la réponse émotive. Donc, que vous viviez de la colère, de la tristesse, on ne peut pas juger ça en soi. C'est tout à fait normal de le vivre, peu importe c'est quoi la situation. Alors, c'est un peu ça. On peut travailler la réponse, mais pas nécessairement l'émotion qui vient en vous. Je vous présente un outil qui s'appelle les compétences émotionnelles. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Parce qu'Amélie me disait qu'il y avait eu d'autres ateliers aussi. OK, parfait. Parlons des compétences émotionnelles. Donc, comment on fait pour devenir compétent émotionnellement? Avez-vous déjà entendu l'intelligence émotionnelle? OK. Donc, ça, au départ, c'était un champ de recherche. Là, ça devient un peu galvaudé à toutes les sauces, l'intelligence émotionnelle, mais c'est vraiment un domaine de recherche qui existe par rapport à comment je peux vivre les émotions, comment j'ai de la capacité à me mettre à la place de l'autre personne, entre autres. Ça fait partie un peu de la recherche sur l'intelligence émotionnelle. Moi, je vous présente un modèle que je trouve particulièrement pertinent pour les entrepreneurs et qu'on utilise aussi avec Marie-Pierre pour la définition du bien-être psychologique, pour l'observation du bien-être psychologique plutôt. Alors, c'est le modèle de Mikołajczak. Voilà. Je m'essaie pour le dire. Alors, premièrement, il va y avoir 2 cibles concernant les émotions. Ça fait du pouce un peu à ce que je vous ai présenté par rapport à l'observation. Donc, vous allez voir cette cohérence-là avec ce modèle-là. Donc, premièrement, on parle de 5 stades. Puis, vous allez probablement pouvoir faire des liens avec ce que vous parliez quand vous parlez à une autre personne. Donc, soi-même et autrui. Normalement, les stades, il faudrait qu'ils soient vécus un après l'autre. Mais ce n'est pas tout le temps ça qui se passe. Vous allez observer, des fois, je pense que vous allez avoir des exemples qui vous viennent en tête. Première chose, identification de l'émotion. Donc, tout simplement la nommer. Est-ce que c'est de la colère, de la joie, de la tristesse? Ça peut être aussi, est-ce que je me sens humilié? Est-ce que je me sens gêné? J'ai-tu de la honte, culpabilité? Nommer ce qui se passe. Nommer ce qui se passe chez l'autre aussi. Ça aussi, ça peut ne pas être évident. Donc, exemple, je reprends votre exemple. Vous, dans votre début de journée, vous viviez de la joie. Là, l'autre personne vit de la colère à cause du déneigeur. Oh, déjà là, il y a une différence. Et puis là, après, un tombe en mode solution, l'autre tombe là, je ne dis pas que c'est ça votre situation, mais par exemple, tombe en mode défaitisme. Ah non, on ne peut rien faire, il est toujours de même. Là, non, on va trouver des solutions. Il est toujours de même. Ah, on trouve des solutions. Non, il est toujours. Ah, là,
Et là, ça escalade. Ça pourrait arriver. Là, je ne dis pas que c'est ça votre situation, mais ça pourrait arriver. Ensuite, la deuxième étape, ben, c'est de comprendre ce qui se passe. OK, je l'ai nommé, c'est de la colère. Ou c'est. Ouais, on va continuer avec colère, c'est plus facile. Maintenant, moi, dans ma façon de voir la colère, c'est-tu positif ou c'est négatif vivre de la colère? Ça, c'est différent pour chaque personne. Là, je retourne avec mon exemple un peu plus genré. Un homme qui vit de la colère parce qu'il y a une insatisfaction par rapport à comment ça se passe au travail, bien lui, ça se peut que la colère, il voit ça positivement. Qu'il dit non, non, c'est moi qui lead, c'est moi qui parle fort, c'est moi qui prends les décisions. Bon, OK. Chez les femmes, on peut le voir aussi, ça, au niveau de la tristesse. De voir comme, OK, ben non, mais non, moi, en tant que femme, sans vouloir généraliser pour tout le monde, là, je suis vraiment nuancé, mais dire, OK, ben je dois démontrer de l'empathie, je dois démontrer de la compréhension des autres, je dois démontrer, OK, je dois prendre soin des autres. C'est souvent des choses qu'on va observer chez les femmes en général, pas juste les entrepreneurs, là, donc en général. Donc, comprendre, c'est quoi la signification qu'on donne à l'émotion qui nous occupe en ce moment. Ensuite, l'expression des émotions. Puis c'est là que je dis que des fois, les 2 premières étapes, ça se peut qu'ils sautent, puis qu'on soit tout de suite dans l'expression, avant de comprendre ce qui se passe. Je vois des gens sourire, ça se peut que vous soyez retrouvés dans cette situation-là. C'est que, oh mon Dieu, il y a un inconfort, puis là, je réagis tout de suite. Ça se pourrait qu'on soit là. Et là, ben, l'objectif, c'est de revenir aux premières étapes et de dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'émotion que je vis? Et qu'est-ce que je comprends de cette émotion-là? Qu'est-ce que je sais de ça? L'expression des émotions, on en a parlé, c'est la réponse justement comportementale. Donc, savoir si c'est de la joie, est-ce que je danse? Si c'est de la colère, est-ce que je crie sur quelqu'un d'autre ou que je. Bon, c'est un peu. C'est très extrême ce que je dis, mais pour donner l'image. Quatrième étape, régulation des émotions. Alors là, comment je fais pour réguler ce que je vis en ce moment? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies? OK, je vis de la colère, OK, bien, je vais aller prendre un thé. Ça, c'est des choses qu'on pourrait voir. Je vis de la tristesse, OK, bien, je vais sortir aller promener le chien. Je vais m'offrir un moment de détente, relaxation comme du yoga, ou ça peut être aussi simple que faire des mots croisés. Ça peut être, on n'est pas obligé d'être dans le sport physique non plus. C'est juste qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien. OK, bien, je me donne ce temps-là de répit pour prendre soin de moi, finalement. Et finalement, comment je pourrais utiliser tout ça pour progresser? Alors ça, c'est souvent l'étape qui est plus difficile à identifier. OK, je vis de la colère à cause que mon collègue vit de la colère. Comment je peux utiliser ça à mon avantage au quotidien? Est-ce que ça peut nous pousser à nous mettre en action? OK, bien là, finalement, mon contracteur, il est vraiment problématique, bien, on va changer ça. Donc là, c'est vivre la colère nous a mis en action. On va prendre des actions. Je ne dis pas que c'est ça la solution à votre. Mais ça pourrait être une option. Je vis de la joie, je vis tout le temps de la joie quand je fais une vente. OK, parfait. Comment ça peut m'aider à me faire progresser? Bien, est-ce que je peux multiplier les clients que j'ai? Est-ce que je peux multiplier les moments de vente ou mes moments de victoire? Est-ce que je peux associer ma victoire à autre chose que ma vente? Donc, ça va être ce genre de questions-là qu'on va se poser pour utiliser l'émotion pour nous faire progresser. Ces étapes-là sont basées sur le triangle des compétences émotionnelles. C'est un peu un résumé de tout ce que je viens de vous parler de ça, qui sont basés sur 3 aspects. Donc, les connaissances, donc ce que la personne sait de l'émotion. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des conversations avec vos amis, vos familles, puis d'essayer de cerner c'est quoi le problème qui les rend autant fâchés, mais ils ne sont pas nécessairement capables de mentionner le problème en soi. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de conversation-là? C'est correct, hein? C'est pas, c'est pas eux qui ne sont pas corrects, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une intelligence émotionnelle, pas du tout. C'est juste que des fois, ça peut devenir très difficile d'identifier l'émotion quand on ne la comprend pas ou quand on n'est pas capable de dire: «Ah oui, bien de la colère, ça me fait vivre ça, finalement». Donc, c'est vraiment d'avoir une capacité d'introspection et de revenir à l'intérieur de nous. Donc, connaissance, habilité, donc ce que la personne est capable de faire dans une telle situation. Puis, le trait de personnalité, donc le comportement habituel. Habileté et le comportement habituel, ça a l'air d'être pas mal proche l'un de l'autre, mais c'est un peu différent. Je vous explique. Alors, vous avez une habileté,
de réguler votre émotion par rapport à la colère. Donc, je reprends votre exemple. Vous partagez la colère, là, vous redevenez les deux, finalement, ça escalade. Mais vous avez l'habilité d'être en mesure de diminuer ça, de dire non, non, je passais une belle journée, tu sais, de vous rationaliser, là, de dire ah non, je passais une belle journée, je reviens à mon café, ça, c'est une petite chose dans ma journée, je continue ma journée au quotidien. Vous avez l'habilité de le faire. Comportement habituel. Est-ce que c'est l'habilité que vous mobilisez après cette situation-là? Pas tout le temps. Puis là, je vous mets encore sous le spot, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que vous faites. Mais des fois, on va voir que les personnes ont les habiletés de le faire, mais pour une raison X, après la situation, oh, on s'en va complètement ailleurs. Comme exemple, je change l'exemple, un homme qui vivrait de la... Ben non, je vais garder votre exemple. Vous vivez de la colère, puis on regarde le comportement après, puis on se rend compte que finalement, on devient dans la rumination. Puis, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est lourd. Mais pourtant, vous avez l'habilité de vous réguler. T'sais, dans d'autres situations, vous arriveriez à le faire. Mais dans cette situation-là, le comportement habituel, ce n'est pas ça. Alors là, on l'observe, il est là. Alors là, comment on fait? T'sais, comment on fait pour utiliser ça, finalement, au quotidien? Avez-vous des questions? Ça va? Parfait. Je vous parle maintenant de l'approche acte et engagement. C'est une forme, en fait, qui vient de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est le modèle que je vais vous présenter, qui se combine aussi au dernier modèle que je vous ai présenté aussi. Alors là, ce qu'on va adresser avec ce modèle-là, c'est quand, justement, ça devient une grosse boule, puis on ne sait plus quelle émotion qui est là parce qu'il y en a trop. Il y a trop d'affaires qui se passent en ce moment. Donc là, quand j'utilise la boule, c'est un peu comme une image pour dire qu'il y a tellement de choses qui se passent que je vois ça, puis je paralyse un peu, je fige, parce que je suis comme, je ne sais pas par où adresser ça. Donc, je vis de la joie, de la colère, de la tristesse, pour plein de choses, plein de différentes sources d'informations. Puis là, hop, il faut que j'arrive à déconstruire tout ça. Alors, l'approche ACT, il se fait en 6 étapes. Alors, on retrouve aussi l'étape d'acceptation, donc de voir qu'est-ce qui est là, d'accueillir l'émotion sans jugement, puis de se dire, OK, je me sens comme ça. Et puis là, bien, on va porter une attention sur, OK, mais est-ce qu'il y a plusieurs émotions qui m'habitent en ce moment? Puis on va essayer de les nommer là. Alors, est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est un mix de colère? Est-ce que c'est un mix de tristesse? Est-ce que c'est de la... Ça peut être des émotions plus complexes aussi. J'ai-tu de la honte par rapport à ça? Est-ce que j'ai réprimé des choses? Donc, c'est de voir tout ce qui se passe. En acceptant ce qu'on vit en ce moment, on essaie de faire de la diffusion cognitive. Alors là, je vous explique ce que c'est. C'est un processus, en fait. C'est que vous allez observer l'émotion qui vous occupe, puis vous allez essayer, puis les pensées, donc émotion et pensée ensemble, puis vous allez essayer de prendre une distance par rapport à ces pensées-là et émotions. Alors, on va faire l'exercice ensemble, OK? Ça va être plus concret que théorique. Pensez à une situation dernièrement qui vous a fait vivre des émotions. Que ce soit positif ou négatif, je vous laisse le choix de prendre la situation en soi. Commençons par l'acceptation. Commencez à regarder, OK, c'est quoi les émotions que vous avez vécues par rapport à cette situation-là? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y avait plusieurs émotions? Est-ce que ça vous a fait figer? Ou est-ce que ça vous a mis en action? On va juste l'observer. Ce que vous avez en tête en ce moment, on va accepter ce qui se passe là. Donc, c'est-à-dire, OK, j'accepte que je me suis senti en colère. J'accepte que j'ai vécu de la joie parce qu'il s'est passé telle situation. Maintenant, on va essayer de prendre une distance par rapport à cette situation-là, par rapport à ces pensées-là. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple, puis après, je vous laisse faire l'exercice avec votre exemple à vous. J'ai vécu une tristesse parce que j'ai perdu un client. Quand j'ai su la nouvelle, alors là, j'ai eu des pensées comme « Oh mon Dieu, je suis vraiment pas bon, je suis bon à rien, c'est toujours comme ça. » Donc là, je vais essayer de prendre une distance par rapport à ces pensées-là. Premièrement, je les observe, je les accepte. J'accepte pas nécessairement ce que la pensée dit, mais j'accepte qu'elle est là. Donc, j'accepte que j'ai pensé que je n'étais pas bon à rien. Parfait.
Maintenant, cette pensée-là, je vais en prendre une distance. OK? Donc, je vais essayer de la virer, soit de la tourner dans un côté plus ridicule ou d'essayer de me dépersonnaliser de cette pensée-là. La bonne façon de faire ça, c'est de se dire, est-ce que je dirais ça à moi quand j'avais 5 ans? Cette pensée-là, là, que je suis bon à rien, je la dirais-tu à un enfant, à moi, 5 ans, quand j'avais 5 ans? Donc ça peut être une façon de se dépersonnaliser. Une autre façon aussi, ça peut être de se dire, d'écouter la pensée, mais avec une voix ridicule. Donc ça ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde, mais de prendre une voix de personnage animé, puis de la changer, puis de l'écouter dans cette voix-là, puis est-ce que là, ça devient drôle là, d'entendre ça? Alors, ça met en perspective aussi cette pensée-là. Donc, on est en train de faire de la diffusion cognitive. On est en train de se dire, OK, il y a cette pensée-là qui m'occupe. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est utile aussi? On est en train de se poser cette question-là. Puis, si elle est chargée émotionnellement au côté négatif, bien, on est en train pas de la tourner en ridicule, mais on est en train de regarder d'un autre sens, d'un autre angle. Parfait. Je vous ramène avec moi. On y va avec la troisième étape. Alors là, c'est la présence attentive. Donc, on l'avait un peu fait avec la dernière étape, c'est de se dire, OK, bien, porter une attention à son expérience par rapport à cette pensée-là. Est-ce que ça fait que vous vous sentez mieux ou vous vous sentez moins bien à la fin de cette pensée-là ou de cette émotion-là? Donc, est-ce que je me sens mieux ou au contraire, je me sens moins bien, je me sens moins confortable avec cette pensée-là, cette émotion-là? Puis je dis cette émotion-là, mais ça peut être ces émotions-là ou cette boule-là. Une fois que vous avez la réponse, bien, on va essayer de voir est-ce qu'il y a un changement de perspective à faire. Si on est dans du positif et qu'on se sent mieux, cette étape-là, on peut passer direct après. Parce que on n'a pas besoin nécessairement de changer la perspective. Au contraire, on va vouloir se dire, parfait, comment je vais bonifier ça dans mon quotidien? Maintenant, si c'est négatif, que dans le sens que je me sens moins bien avec cette émotion-là, OK, bien comment je peux changer ma perspective par rapport à cette difficulté-là? Alors ça, c'est l'étape un peu la plus, pas la plus complexe, mais en tout cas la plus difficile à faire dans cet exercice-là, c'est de se dire, OK, mais comment je peux changer ma façon de voir les choses? Je reviens dans mon exemple. Je me dis, ah, je suis bon à rien, j'ai perdu mon client. OK, parfait. C'est quoi mon besoin derrière ça? Bien, mon besoin, c'est probablement un besoin de succès, d'accomplissement, de sécurité, peut-être financière. Ça se peut que ce soit relié à ça. Alors là, OK, bien, est-ce que je peux utiliser cette émotion-là, cette pensée-là, pour me mettre en action, justement? Donc, je vais être en train de changer ma perspective de voir cette émotion-là et cette pensée-là. Maintenant, le changement de perspective, il n'est pas toujours évident. Surtout quand ça dépend toujours de quelle situation dont on parle. C'est des situations, des fois, que c'est difficile à accepter. C'est difficile de dire, ah oui, bien, je peux passer vite à autre chose. Non, ça se peut que ce soit plus difficile dans d'autres situations. Alors là, l'approche ACT, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous amène à vous questionner sur vos valeurs. Donc, on amène les valeurs maintenant dans ça. L'approche ACT nous dit que si on fait constamment des choix qui ne sont pas alignés avec nos valeurs, c'est là que ça peut devenir difficile au quotidien. Ce serait quoi vos valeurs? Là, on sort un peu de l'entrepreneuriat, puis je vous demande dans la vie, là, ce serait quoi vos valeurs? Je pose la question. Le respect. Respect. L'intégrité. Intégrité. L'engagement. Excellent. Vous avez tout nommé des valeurs, c'est vraiment très bon. Normalement, des fois, ce qu'on peut entendre aussi, ça peut être des buts. Donc, il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Mais je serais curieux d'entendre l'engagement. Parce que ça pourrait être un but, l'engagement. Ce serait quoi des valeurs qui sont associées à l'entrepreneuriat? La loyauté. Loyauté. Transparence. Le respect. Respect, absolument. J'ai plaisir en tête. Plaisir, ben oui. Merci de le partager, effectivement. Liberté. Liberté, oui. Besoin d'autonomie, absolument. Liberté.
Vous voyez, je viens de nommer un besoin, là, c'est vraiment, c'est plus la liberté, là, la valeur, absolument. Accomplissement, peut-être? Je nomme ça, je fais juste accomplissement. Ça peut être aussi le désir de sortir des sentiers battus, faire quelque chose de nouveau, pousser la réflexion ailleurs, mais pas nécessairement en ayant d'un but. Tu sais, le but d'amener les autres à penser autrement, à voir les choses différemment. Ça, c'est le genre de valeur aussi, des fois, qu'on va observer chez les entrepreneurs. Fait que ça se peut que ça vous occupe. Le plaisir, souvent, il sort aussi vraiment beaucoup. Parce que fondamentalement, quand on prend le risque, comme Amélie disait en début, quand on prend le risque de partir en entrepreneuriat, eh bien, il y a vraiment une valeur de comme, ah, ben, je vais avoir du fun quand même à faire ça. Ça ne sera peut-être pas évident, mais il va y avoir du plaisir relié à ça, effectivement. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit d'identifier ça avec l'approche que je suis en train de vous montrer? C'est qu'on va pouvoir utiliser les valeurs comme une boussole, finalement. C'est comme si vos valeurs allaient devenir le nord-est, ouest-sud de, de vos décisions, finalement. Donc, c'est un peu là que l'émotion devient intéressante pour la prise de décision. OK, mais c'est quoi mes valeurs derrière ça? C'est quoi mes besoins? C'est vraiment ça, là, le but. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui de l'atelier, c'est comme, OK, mais c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs derrière cette émotion-là? Puis comment je peux le prendre pour aller plus loin? Avec cette identification-là, alors là, on va venir vers l'action engagée. Alors là, s'engager dans des actions congruentes avec ses valeurs. Puis là, j'ai mis en parenthèse prise de décision. OK, bien, si on a la valeur d'intégrité, OK, bien, comment je peux prendre une décision qui répond à mon besoin, puis qui favorise l'intégrité aussi, qui est en congruence avec mes valeurs. Puis, quand on observe ça, bien, on va venir adresser, veut pas, l'émotion derrière. Si c'était une colère, alors là, bien, on est en train d'agir sur le besoin puis sur la valeur. Donc, on va venir comme réguler cette émotion-là sur le long terme. Donc, c'est un peu ça le but de cette approche-là. Je tiens à mentionner que c'est une approche. Donc, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? C'est ça. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Pas nécessairement, mais je vous présente ça parce que, bien, premièrement, il est validé par la science, puis aussi, c'est que ça permet de encore mieux cerner c'est quoi mes besoins, puis c'est quoi mes valeurs derrière ça. Qu'est-ce qui fait que l'émotion est là en ce moment? Alors, ben, en fait, là, je reviens du pouce avec la boussole. Donc, exemple de valeur, exemple de but, on vient de le faire. L'analogie de la boussole, bien, en fait, c'est juste de vous dire que la boussole, avec vos valeurs, peut vous aider à prendre des décisions au quotidien. Peut-être pas dans des situations de crise. Vous voyez, j'utiliserais peut-être le mot crise pour définir ce moment-là où est-ce qu'il y a un pic d'émotion. Mais après, bien, on évalue, OK, bien, comment j'ai réagi dans ce moment de crise-là? Comment je fais pour me distancer par rapport à ce qui s'est passé? Et d'essayer d'être dans le non-jugement dans ça, effectivement. Puis d'en parler aussi. Je vous encourage à en parler autour de vous, là, à savoir, OK, bien, qu'est-ce que vous avez fait si c'est déjà passé ça dans le passé? Des fois, ça peut être intéressant d'avoir du feedback là-dessus. Exemple d'un processus, bien, en fait, on vient de le faire. Donc, je vous ai mis la recette là parce que je sais qu'Amélie va partager le PowerPoint. Fait que, tu sais, vous avez cette recette-là en ce moment si jamais vous avez envie de le vivre à la maison ou, tu sais, de vous poser sur un événement qui s'est produit. Maintenant, j'attire votre attention sur la 6e étape, dans le cas où le besoin ne peut pas être adressé immédiatement. Donc, par exemple, vous avez un sentiment, un besoin d'accomplissement. Ça, ce serait bien le fun si on avait une baguette magique de faire « bang, je vis de l'accomplissement maintenant ». Ce serait le fun d'agir sur ce besoin-là. Mais des fois, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile d'agir maintenant. Alors là, il faut tomber dans des stratégies pour prendre soin de soi. Alors là, je vous donne une liste de stratégies qu'on a observées, qu'on utilise aussi dans le réseau de la santé quand on est en situation plus aiguë, donc en situation de crise, où est-ce que c'est maintenant que ça se passe, pour prendre soin de vous. Alors là, dans des moments peut-être plus aigus, je reviens sur votre intervention de, tu sais, on est un peu dans est-ce que je fige, est-ce que je combats ou est-ce que je me fuis? Bon, alors on va peut-être plus maximiser ce genre de stratégie-là. Donc, maximiser les activités qui font du bien. Donc, est-ce que je peux faire du sport? Est-ce que je peux cuisiner, jeux vidéo, jouer de la musique? Donc, ça, c'est des choses qu'on entend au quotidien, qui peut des fois juste se questionner, OK, bien, qu'est-ce qui me fait du bien à moi dans mes activités? Comment je peux me mettre en action pour justement diminuer cette tension-là qui m'occupe? Ne pas miser sur des stratégies intenses. Je reviens au café dans la présentation quand on parlait de juste prendre conscience que le café m'apporte un certain bonheur le matin. Bien, ça peut être une stratégie. Est-ce que je peux multiplier le moment du thé
ou le moment du café, si vous prenez plus qu'un café par jour. Donc, essayez de multiplier ce genre de pratiques-là. Encore là, c'est des pratiques à court terme. On est vraiment comme on essaie de réguler ici et maintenant votre état émotionnel. Accueillir ses sentiments, émotions et réactions, donc c'est pas mal l'exercice qu'on a fait au cours de cet atelier-là. Partager avec quelqu'un, si jamais vous avez d'autres amis entrepreneurs, puis que vous sentez que vous êtes dans le non-jugement, puis que la situation, elle est propice, puis vous vous sentez confortable à partager de votre réalité, vous pouvez en parler avec d'autres entrepreneurs. Mais ça peut être aussi intéressant d'en parler avec quelqu'un qui est dans une autre sphère aussi. Juste le fait quelqu'un qui est capable de vous valider, puis de dire, ah ben oui, tu sais, si j'étais dans votre situation, je me sentirais aussi comme ça, puis de vous écouter, d'offrir un lieu pour pouvoir en parler. Donc ça, vous pourriez identifier aussi vos personnes sources pour ce genre de choses-là. Donc, aussi, je vous amène sur la base, là, les besoins de base, donc manger, dormir, prendre du temps hors du travail, essayer de... Des fois, ça peut être d'écouter Netflix, c'est drôle, mais d'écouter Netflix, des fois, peut rendre plus productif. Juste le fait de décrocher, écouter un film, ça peut favoriser aussi la récupération. Allez voir dans les épreuves du passé, qu'est-ce que vous avez déjà fait qui vous a aidé. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, de voir, OK, mais dans le passé, j'ai réagi de telle façon, puis ça m'a aidé. Ou au contraire, dans le passé, j'ai réagi d'une telle façon, mais je me suis senti encore pire, je me suis senti pire. Alors, on va essayer de faire autre chose par rapport à ça. On essaie de peut-être changer le pattern ou changer les habitudes par rapport à ça. Identifier, partager, respecter ses limites, je pense que c'est peut-être un des points qui est le plus difficile, mais qui est très bénéfique sur le long terme et aussi sur l'immédiat. Donc, je pourrais parler, mettons, par exemple, l'expression de la colère. Je reprends votre exemple, là, où est-ce que vous avez un collègue en colère. Bien, de nommer la limite, de dire, OK, ben non, mais c'est pas évident de faire ça, mais d'arriver puis de dire, bien là, dans la conversation, le ton monte, ce ne sera pas possible, on va mettre fin à la conversation. Mais là, il y a d'autres enjeux qui arrivent, là. C'est pas facile de le faire, mais quand on arrive à établir cette sphère-là qui est comme sécuritaire et où est-ce que tout le monde peut parler convenablement, ça peut être une option. Si c'est possible de déléguer ou accepter l'aide des autres, des fois, en entrepreneuriat, ça peut être difficile d'accepter l'aide des autres. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Accepter l'aide de la famille, tu sais. Des fois, ça peut être difficile de demander de l'aide au niveau de la famille. Donc, on vous encourage, là, des fois, de demander à chérie, là, j'ai besoin, je suis dans le jus, est-ce que des fois, ça peut être les tâches ménagères, tu sais, juste de vous aider au niveau des tâches ménagères, puis vous pouvez travailler sur votre projet ou, tu sais, de le mentionner, j'ai besoin d'aide. Puis pas nécessairement j'ai besoin d'aide psychologique, mais j'ai besoin d'aide dans les tâches au quotidien. Instaurer une routine qui vous fait du bien. À l'ère des réseaux sociaux, on voit toutes sortes d'affaires sur TikTok et sur Instagram de je me lève à 5 heures, je m'en vais m'entraîner, c'est comme hyper rodé. Ça ne marche pas pour tout le monde. OK? Donc, ce n'est pas nécessairement un modèle qui est valorisé de se lever tôt, de comme toujours s'entraîner, d'être super shape, de toujours bien manger. Non, ça se peut que vous mangiez un gâteau, c'est bien correct. C'est d'avoir votre routine à vous, finalement. Si vous levez à 11 heures de l'avant-midi, puis de vous coucher à 3 heures du matin, c'est ça qui fonctionne pour vous, bien, qui je suis là, pour arriver et dire que votre routine n'est pas correcte? C'est votre routine. Vous avez vos heures de sommeil, vous mangez, vous êtes productif, la business avance. C'est juste que vous êtes sur un horaire qui n'est peut-être pas de bureau. C'est correct. C'est l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous permettre d'avoir cette espèce de flexibilité-là, dépendant des partenaires d'affaires que vous avez. Fait que ça aussi, ça peut être une option. Votre routine à vous. Se fixer des objectifs réalistes. Alors, là, c'est de définir en fonction de votre business et en fonction de vos objectifs personnels, bien, qu'est-ce qui est réaliste? On revient tout le temps à on veut vivre le plus de victoires possible. Donc, on essaie si on a un gros objectif, on essaie de le diviser en plus petits objectifs pour essayer de vivre des victoires quotidiennes pour vous favoriser votre bien-être psychologique. Avoir les discussions, discuter en équipe de vos objectifs, de vos stratégies. Donc, si vous avez des équipes, effectivement, important de mentionner ça. Mais j'apporte votre attention sur avoir les discussions pas faciles lorsque les choses vont bien. Ça, on n'a pas tout le temps le contrôle là-dessus, mais c'est une suggestion. Donc, si la business va bien, mais qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été adressés ou il y a eu des comportements dans le passé que ça a rendu tout le monde de mauvaise humeur, il y a eu de la transmission d'émotions, bon, alors on pourrait l'adresser une fois que la tempête est passée, une fois que le contrat est terminé, les services sont rendus. Donc, choisir le moment
qu'on a ces conversations difficiles-là. Ça peut être très important. Alors là, ça a l'air vraiment une recette magique pour bien se sentir, là, mais ce n'est pas ça en fait. C'est vraiment, vous prenez ce qui fonctionne pour vous dans cette liste-là. C'est ce qu'on observe quand on le partage en intervention psychosociale, quand on le partage en recherche avec les entrepreneurs, mais ça ne veut pas dire que tous ces points-là fonctionnent pour tout le monde. OK? Je tiens à nuancer. Fait que vraiment, prenez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je tiens à mentionner si vous avez besoin d'aide. Il y a des ressources qui existent. Il y a des ressources, si vous voulez avoir de l'aide immédiate, donc le 811 option 2, d'intervenants sociaux, intervenants, des travailleurs sociaux aussi. Je fais partie de cette équipe-là. Donc, situation de crise que vous vivez, vous avez envie d'adresser la situation avec un intervenant psychosocial, il n'y a pas de souci, ils sont là pour ça. Et puis, ça peut être aussi juste de jaser. Ce n'est pas obligé qu'il y ait de crise. Là. Ça peut être comme j'ai une accumulation, j'ai envie de donner ça à quelqu'un qui est en dehors de mon cercle social. Donc, ça peut être aussi une partie importante. L'ordre des psys, si jamais vous voulez rencontrer un psy, il y a des psychologues du travail aussi oui, ben c'est les psys, oui. Effectivement, merci Amélie. Je vous conseille d'aller voir Amélie en premier. Ça va être plus vite. Et moins cher, oui, c'est ça. C'était bon la question tantôt, le 125 parce que comme moi, même des fois, on voit plus cher que ça au privé. Donc, oui, très bon. Puis coach, bon, il y a des coachs aussi en développement d'entreprise, mais tu sais, je vous conseille Amélie pour commencer. Voilà. Donc, ça conclut le message que j'avais à vous dire, ben pas le message, non, la sensibilisation que j'avais à faire avec vous aujourd'hui, parce que c'est vraiment pas un message. Je ne vous propage pas la bonne nouvelle comme ça, là. Donc, c'est vraiment comme, c'est ce que j'avais envie de parler avec vous, puis vous sensibiliser justement à comment vous vivez les choses, c'est quoi votre besoin, puis c'est quoi vos valeurs, finalement, derrière ça. Puis après ça, d'orienter vos prochaines étapes avec ça.